Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin pour la première grande édition de la journée. Tout de suite, voici les titres du journal. Au sommaire de ce 13h, un zoom sur les préparatifs des candidats et du corps enseignant aux différents examens de fin d'année. Dans les établissements scolaires, priorité est donnée à la révision, le programme scolaire étant achevé. Une équipe de notre rédaction est allée voir sur le terrain. Vous aurez droit, vous aussi, aux images et réactions. Dans ce journal, on parlera sport. Les tests fondamentaux pour la pratique du sport et des loisirs au Bénin sont en train d'être revus. Le comité technique de suivi et de l'élaboration des chartes et politiques des sports et des loisirs a rendu hier le rapport de ses travaux. Et puis toujours dans ce 13h, on aura enfin des documents de la rédaction sur ces cases et sur lesquelles repose chacun des rois qui se sont succédés au trône du royaume des Dahomey. Et bien construction de type particulier avec leur forme ronde et parfois de toiture en cône. Elles étaient autrefois construites avec de la paille. Leur origine remonte au règne du roi Guézo. Au Bénin, l'appellation commune, c'est bien les Djero. Ce journal vous propose de revivre cette histoire atypique. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de toujours préférer Canal 3 Bénin pour vous informer. Dans quelques semaines, les candidats aux différents examens de fin d'année vont composer. Pour l'heure, c'est la révision dans la plupart des écoles. Le programme scolaire étant déjà achevé dans la majorité de ces établissements, eh bien, les enseignants, quant à eux, s'attellent à améliorer la capacité de rendement des apprenants à travers des séances et d'exercices et d'examens blancs. Ulrich Gaba et Moufi Sabon nous font le point. C'est la dernière ligne droite dans les établissements et complexes scolaires du Bénin. Dans la plupart des écoles publiques et privées, le programme établi pour l'année académique 2020-2021 est déjà bouclé. L'heure est à la révision pour aider les candidats à divers examens de fin d'année à mieux se préparer pour affronter les épreuves nationales. Déjà, à notre niveau, les matières dans lesquelles les enfants ont terminé le programme, les professeurs ont déjà commencé par utiliser leur banque d'épreuves, des anciens examens et aussi des évaluations des autres collèges. On les prend collectivement, mais individuellement aussi pour voir leur tas, parce qu'il y a différents examens blancs qu'on organise. Et chaque école le fait au niveau de l'UP. Nous le faisons aussi pour voir dans quelles conditions on peut aider les enfants qui n'arrivent pas à réussir. Aujourd'hui, on a constaté que les enfants n'apprennent plus comme cela se doit les leçons. Donc, à travers les séances de révision, en traitant les épreuves, ils arrivent à mieux assimiler un peu les notions enseignées en classe. L'école et la maison doivent se donner la main. Si le travail qui est fait à l'école n'est pas suivi à la maison, forcément, le résultat ne sera pas bon. Les parents n'ont qu'à venir de temps en temps aussi voir si les enfants sont réguliers à l'école, voir si régulièrement, s'ils suivent les cours, vraiment, ça nous ferait plaisir. C'est une période sensible pour apprenants, enseignants et parents d'élèves. Tout le monde est focalisé réussite, la pression monte à tous les niveaux, le stress s'invite chez certains. Et pourtant, c'est le moment d'harmoniser le programme d'études en tenant compte de l'aération du cerveau de l'apprenant. On doit veiller également à leur santé. Et donc, pour qu'ils soient bien portants, pour mieux rendre. Donc, ça sont les aspects que souvent, nous ne négligeons pas. D'autant plus que les enfants sur un rythme qui n'est pas habituel. Donc il leur faut nécessairement, faut que les parents essayent de voir leur santé. Quand les enfants ne sont pas en bonne santé, ils ne pourront pas suivre ce que nous faisons actuellement. Donc ça fait un. De deux, il faut que les parents suivent de près ce que les enfants font actuellement. Parce que beaucoup se livrent à certains jeux. On tombe souvent sur des enfants qui ont des difficultés qui ne sont pas d'ordre intellectuel. On a par exemple des enfants qui ne mangent presque pas, qui ne mangent pas à leur faim par exemple.
Un enfant avec un ventre creux, c'est difficile de lui demander de réussir tout ce qu'on attend de lui. Comment l'enfant est nourri? La sous-nutrition peut empêcher l'enfant de déceler. Mais la surnutrition aussi, la suralimentation aussi. Et parmi les autres besoins, il y a le repos, il y a le sommeil. Cette période de révision, qui constitue le tremplin pour les épreuves nationales, est aussi le lieu de prodiguer de sages conseils aux apprenants et aux parents. La veille sanitaire et les besoins vitaux doivent être pris en compte pour aider les apprenants à mieux assimiler les notions acquises en vue d'un bon rendement. L'apprenant ne doit pas tout le temps être collé à son cahier sans pour autant avoir un temps de loisir, parce que le cerveau, jusqu'à à des moments donnés, a besoin d'être aéré par des loisirs sains. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est un planning pour pouvoir gérer le temps qui reste, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour apprendre, un temps pour faire ses travaux domestiques, un temps pour le jeu, tout ça là de façon synchronique avec l'emploi du temps de l'école. C'est avec impatience que les apprenants attendent le jour de composition, mais ils vont devoir encore attendre pour finir l'année scolaire avec tous les examens blancs prévus afin de s'auto-évaluer. Pour plusieurs écoles, c'est le moment de préparer le bon taux de réussite et les meilleures mentions. Eux, leur sacrifice n'aura jamais été vain, tant qu'elle est reconnue et saluée par tous, ces vaillants fils de la nation béninoise ayant frôlé le pire lors des violences préélectorales enregistrées dans certaines parties du pays à la veille de la présidentielle passée et continue de recevoir le soutien et la reconnaissance des uns et des autres. Le parti Mouel Béné, comme vous pouvez le voir à travers ces images, est allé au chevet à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou où ils reçoivent des soins. Jacques Ayagi et les siens sont allés dire au nom des militants leur compassion et en même temps leur fierté. Une déclaration a été lue au sortir de la visite. En voici la teneur au micro de Nagui Balabé et de Moufid Sabouran. Le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin est venu compatir ce lundi 19 avril 2021 à la douleur des garants de l'intégrité de notre État et de notre sécurité collective, atteints et humiliés par la furie meurtrière et barbare de gens sans foi ni loi. Aux nombreux cas de blessés graves survenus dans les localités précitées, ne faut-il pas ajouter ceux de la femme militaire poignardée devant une banque le 4 avril à Cotonou et l'assassinat crapuleux d'un jeune policier en service au commissariat du 8e arrondissement dans la nuit du 3 au 4 avril à la place de l'Étoile Rouge à Cotonou. Son arme de service a été également emportée. Ce policier de 30 ans froidement abattu était père de 2 enfants, dont un bébé de 2 mois. Mouel Béné note avec amertume et effroi que les manifestants pacifiques évoqués par certains étaient plutôt des mercenaires d'une autre époque, commis pour mettre à mal la paix et la quiétude collective. Ceci a d'ailleurs été revendiqué il y a quelques jours par une de nos compatriotes, activiste de l'opposition radicale, lors d'une conférence en ligne depuis l'étranger où elle réside, conférence au cours de laquelle l'intéressé encourageait le financement de groupes terroristes. À ce jour, aucun responsable du bord politique dont elle se réclame ne s'est démarqué de cette démarche anti-républicaine. Faut-il croire et conclure que ces derniers se retrouvent dans ces discours et initiatives hors la loi? Nous pensons jusqu'à nouvel ordre que non, sauf si leur silence continue de se prolonger. La République ne saurait rester impassible. Il conviendra de retrouver tous ceux qui se sont mis en travers de ce qui organise et régit notre vivre ensemble. Justice doit être faite. Les acteurs directs et leurs promoteurs, visibles ou invisibles, devront répondre de leur forfaiture à la hauteur de la souillure jetée sur la République. La survenue et la récurrence de ce genre d'événements malheureux, presque dans les mêmes localités, sont très déplorables et invitent les acteurs politiques de l'opposition radicale actifs dans ces régions à se remettre en cause. Le champ des luttes politiques ne doit pas se déplacer sur l'espace public avec les conséquences de troubles à l'ordre public, de destruction d'édifices publics et privés et surtout d'exposition des paisibles populations. La manipulation de la fibre ethnique et l'activation des sentiments de repli identitaire
est la marque d'acteurs politiques incapables de construire un argumentaire politique objectif et de mobiliser leurs concitoyens sur la base d'une alternative démocratique crédible. Notre pays a, à plusieurs occasions, déjà dit non à ces élans qui sont en marge de la construction de l'État-nation. C'est cet héritage que nous devons préserver et transmettre à la postérité. C'est avant tout une exigence citoyenne et patriotique. À l'OCOSA, on en parlait depuis hier, on évoque donc cette rencontre technique de planification et de validation, de recueil de bonnes pratiques avec les points focaux genre, secrétaires généraux et coordonnateurs communaux. C'est une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, soutenue par l'Association des villes et communes flamandes. L'atelier en question vise à faire passer à une grande échelle les expériences qui ont donné satisfaction dans des communes pilotes. Geoffroy Messan et Florent Dou nous relatent le point de l'atelier. C'est une rencontre technique de planification pour le compte de cette année qui se tient dans cette salle à Lokossa, une ville située au sud-ouest du Bénin dans le département du Mono. Elle porte sur la validation du recueil des bonnes pratiques et réunit pour l'occasion des points focaux genre, des secrétaires généraux et coordonnateurs communaux. Il s'agit d'une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Depuis 2017, la ANCB travaille à soutenir les actions sensibles aux gens dans 12 communes béninoises. Alors, après 3 ans d'activité, nous avons identifié certaines bonnes pratiques au niveau de ces quelques communes qui méritent d'être partagées avec toutes les communes béninoises. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter un premier draft du document aux communes concernées et prendre leur amendement et améliorer le document à publier au niveau de toutes les communes. L'ANCB est fortement engagée aux côtés des communes pour une prise en compte effective des questions du genre dans les planifications locales. Elle bénéficie à cet effet de l'appui technique et financier de l'Association des villes et communes flamandes, VVSG. Plusieurs acquis et bonnes pratiques sont à mettre à l'actif de cet accompagnement. En fait, nous avons identifié auprès de 5 communes sur les 12 quand même des actions phares qui méritent d'être publiées. Il s'agit par exemple au niveau de la commune de Tukuntuna qui travaille avec son partenaire belge sur le zonage dans le marché de Tukuntuna, le grand marché de Tukuntuna. Ce rendez-vous de l'OCOSA vient pour contribuer à la capitalisation et la mise à l'échelle des acquis et bonnes pratiques identifiées dans les communes pilotes. D'où cet appel du président de l'ANCB. Ce recueil sera ensuite mis à la disposition des communes qui n'ont pas pu être prises en compte dans le présent programme, afin de leur permettre d'apprendre de vos réussites pour mieux faire sur leur territoire. Ceci appelle de votre part la rigueur et la précision dans l'élaboration du document afin de faciliter son utilisation et sa compréhension. Je vous exhorte donc à travailler avec assiduité et abnégation afin de faire du recueil qui sera issu de vos travaux un document de référence en matière de prise en compte du genre dans les planifications locales. Les 12 communes pilotes sont Dogbo, Perere, Wenri, Toviklin, Lalo, Boycon, Agbanizou, Tukuntuna, Materi, Peunko, Zakota et Royagui. Et je vous le disais dans les titres, les tests fondamentaux pour la pratique du sport et des loisirs au Bénin sont en pleine révision. Eh bien, le comité technique de suivi de l'élaboration des chartes et des politiques des sports et des loisirs a rendu au ministre des Sports le rapport de ses travaux. C'était à la faveur d'une rencontre qui a eu lieu hier à Cotonou en présence des présidents des différentes fédérations des sports. Ali Moumouni, Henri Ganti. Le comité technique de suivi de l'élaboration des chartes et politiques des sports et des loisirs au terme d'une lourde mission à eux confiée par le ministre des Sports béninois. 90 jours de travail acharné,
malgré l'ampleur de la tâche et les contraintes de la crise sanitaire mondiale, pour finalement livrer les différents projets de charte et de documents sectoriels au ministre Osvaldo Meki. C'est donc pour cette raison, Monsieur le Président, Messieurs les membres du comité, que, à titre personnel, je n'ai pas de regret majeur sur les quelques jours de décalage que nous avons eus par rapport au délai initialement prescrit. 90 jours pour finir tout ça, c'était bien prétentieux de notre part. J'ai regardé dans les détails à chaque étape et j'ai, je vais vous l'avouer, ressenti beaucoup de bonheur parce que de la confrontation des idées que j'entendais à l'époque, j'étais convaincu que le meilleur jaillirait pour le sport, les loisirs, la jeunesse béninoise. La mission que vient d'accomplir le comité technique de suivi de l'élaboration des chartes et politiques des sports et des loisirs marque le début d'une nouvelle ère du sport au Bénin. Si depuis 5 ans maintenant, sous le leadership du président Talon, nous pouvons considérer que le sport béninois a commencé à faire des petits pas, ce que nous faisons ce jour est pour moi l'un des pas les plus importants. Dans le domaine de l'organisation, nous avons ensemble avec vous-même, les responsables des fédérations, pris un nouveau départ, mais nous n'aurions rien fait de durable si nous ne nous asseyions pas pour consigner dans un document de politique ce que devrait désormais être le sport, les loisirs et la jeunesse au Bénin. Si au niveau du sport, le document élaboré est une actualisation de l'ancienne, les secteurs de loisirs et jeunesse, quant à elles, seront bientôt encadrés par un document fondamental grâce à la bienveillance du gouvernement en place. Le projet de charte nationale des sports, dans sa nouvelle version, est conçu pour encadrer dans tous leurs aspects les deux axes principaux de la pratique sportive que sont le sport pour tous qui vise le bien-être et le sport de compétition qui est régi par la recherche de la performance. Pour ce qui est du projet de charte des loisirs, dans la confection du projet de ce document, le comité a défini clairement les loisirs qui seront régis par la future charte. L'accent a été mis sur le rôle des acteurs publics, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales décentralisées, et des acteurs privés avec une précision sur les conditions d'exercice des loisirs en République du Bénin. D'autres assises sont prévues avec tous les acteurs des sports béninois pour amender les différents projets de charte avant leur validation. Ceci pour prendre en compte les préoccupations de tous afin de permettre au Bénin de se hisser au rang des grandes nations de sport. Et cette problématique du travail des enfants, une pratique qui, malgré les mesures prises par les autorités, semble avoir la peau dure au Bénin. On enregistre donc dans les différents ateliers et autres centres d'apprentissage un nombre non important d'enfants dont l'âge est sujet à polémique. À Ménotin, un quartier de Cotonou, le même constat se fait. Voici le point que nous font ici, Opportune, Glélec Kandiko, Ali Moumouni et Henri Ganti. Âgé de 13 ans, Joseph est un jeune apprenti vulcanisateur. Il est inscrit dans cet atelier situé à Ménotin à Cotonou en janvier 2021. N'ayant pas eu la chance d'être scolarisé, le métier de vulcanisateur est l'option choisie pour lui assurer un avenir. Dans cet atelier, 2 autres enfants excédant la quinzaine apprennent aussi le métier. Mais du fait de leur très jeune âge, ils sont confrontés à certaines difficultés. J'ai 17 ans. J'ai déjà fait 1 an d'apprentissage. C'est moi-même qui ai choisi ce métier. Parce que je vois qu'il y a de l'argent dedans. Les pneus de camion, c'est difficile pour moi. Si on m'a dit de coller ou bien d'amener ça, je ne peux pas. Comme dans la plupart des centres d'apprentissage, les patrons d'ateliers accueillent souvent assez d'enfants. Mais dans les quelques-uns que nous avons parcourus, l'âge des apprentis est compris entre 15 et 25 ans. Mieux, certains patrons exigent la scolarisation des enfants jusqu'au certificat d'études primaires. J'ai 5 apprentis actuellement. Il y a à partir de 17 à
22 ans parmi eux. Le plus l'âge c'est 22 ans. Pour commencer le métier, il faut avoir au moins le niveau de CM2, au moins. Le plus bas âge pour commencer le métier ici, il faut avoir au moins 15 ans. Au moins 15 ans avant de commencer le métier. Notre gouvernement, l'État béninois, a fait sortir une loi qui nous a exigé si l'apprenti n'atteint pas 14 ans, il ne doit pas apprendre un métier. Pour prendre un apprenti, il faut savoir si l'enfant a déjà au moins 14 ans avant de reprendre. Et celui qui a un peu fréquenté pour commencer un métier est mieux plus que celui qui n'est pas fréquenté. Même si beaucoup de patrons d'ateliers commencent par s'imprégner de la loi, le phénomène du travail des enfants existe toujours au Bénin, confirme Alain Afedjou, président de l'association Presse pour les pauvres. Pour lui, il va falloir que les parents prennent eux-mêmes conscience. Le phénomène existe toujours. Vous allez dans la zone de Haragbofina, par exemple, la zone de concassage de granit. J'ai fait le combat pour l'eau potable là-bas. Vous voyez toujours des enfants qui sont en train de concasser le granit, qui travaillent sur les sites de concassage. Vous voyez ça, les villes au Mengon aussi qui sont exposées, et qui soulèvent, qui prennent des poids, des charges qui ne sont pas indiquées, adaptées à leur âge. Vous voyez, donc c'est un phénomène. Le gouvernement essaie donc de combattre, tout le monde essaie de mettre. C'est le combat de tout le monde. Il faut que tous les citoyens béninois, tout un chacun de nous, que nous puissions véritablement lutter pour que le travail des enfants soit comme quelque chose à abolir. Selon le Code de l'enfant, l'âge requis pour inscrire un enfant en apprentissage est de 14 ans. Et selon les explications de maître Liliane Amoussou, avocate au barreau du Bénin et spécialiste des questions des droits des enfants, d'autres conditions doivent être également réunies avant l'inscription du jeune apprenti. Le travail des enfants est cadré. Il faut qu'il ait 14 ans révolus. Mais la loi exige un contrat écrit. Et ce contrat est visé par l'inspection du travail. Si le contrat ne respecte pas une forme écrite, vous ne pouvez pas dire que vous utilisez ce jeune travailleur comme un jeune apprenti. Donc la forme écrite du contrat est obligatoire. Et puis il y a aussi un problème, c'est que sur la durée, on remarque ici, vous voyez des petits enfants qui commencent à 8 ans, et à 25 ans, on dit toujours qu'ils sont apprentis. Donc, la loi cadrée, ça ne doit pas excéder 4 ans. Même si cette prolongation doit se faire, ça doit toujours respecter les lois en vigueur et surtout avoir l'avis et l'autorisation de l'inspecteur du travail. Depuis quelques années, le gouvernement s'investit énormément pour lutter contre le travail des enfants au Bénin. Aujourd'hui, le constat sur le terrain indique un progrès remarquable. Toutefois, il reste des efforts à faire pour en finir définitivement avec le phénomène. Et avant de boucler ce document, je vous l'annonçais dans le titre, ce sont des cases sur lesquelles repose chacun des rois qui se sont succédés au trône du royaume de Dahomey, avec leur forme et des toitures en cône. Elles étaient autrefois construites avec de la paille. Leur origine remonte au règne du roi Guézo, qui a eu l'ingénieuse idée de regrouper en un endroit les tombes des souverains du royaume. Ces cases, communément appelées djero, sont aujourd'hui réalisées en matériel définitif. Elles sont rassemblées dans le palais royal de Kana. À la découverte des djero, c'est un document de la rédaction signé Imet Hélène Amos. Des toitures coniques qui recouvrent des murs de forme géométrique ronde, une douzaine environ, ces constructions réalisées avec des matériaux particuliers sont appelées djero, en langue locale fond. Dans chacune d'elles repose un des souverains qui se sont succédés au trône du royaume de Dahomey. Les cases que vous avez vues là, ça constitue le mausolée de chaque roi. À partir du roi Gankhessou, Dako, Huibadja, Akaba, Agadja, Tegbessou, Pengla, Gonglo, Guézo, Clélé. C'est les 10 là qui sont ici. Le roi Béanzin, vous savez qu'il a rendu là à l'étranger. Ces restes sont ramenés ici
en 1928 et enterré à Djimé. Agbolagbo, lui, après avoir quitté le Gabon, il est rentré dans son palais privé avec Pendo, où il est resté là jusqu'en 1940, quand il a rendu l'âme. Donc il est enterré dans son palais privé à Berodo. Ces cases sont érigées sur une portion d'un domaine vaste de plusieurs dizaines d'hectares. L'espace est sacré et fait partie du domaine du palais de Kana, base arrière du royaume de Dahomey. Il est situé sur le territoire de Zobodomé. Les Blancs ont fini par constater que les vraies choses du royaume de Dahomey, c'est à Kana. Kana constitue le socle du royaume de Dahomey. Et ils ont dit que Kana est la ville sainte du royaume de Dahomey. Selon Daa Langanfin, roi de Canaan, l'existence de ces cases remonte au règne du roi Gezo. Après son accession au trône, le souverain fait une remarque pertinente. Stratège et homme de vision, il décide de consacrer un lieu qui va accueillir tous les rois de Dahomey lorsque viendra pour ces derniers l'heure du repos éternel. Il choisit Canaan et ce site qu'il dénomme Mengbomé. En plus des rois, reposent également ici quelques reines-mères. Les deux que vous avez vues un peu en retrait, c'est les reines-mères. Il y a une où se trouve la mère du roi Glélé et une où se trouve la mère du roi Gonglo. Ce que vous avez vu ici, c'est le roi Gezo qui a initié ça. Et quand il est arrivé au trône, il a construit ce palais Banyamé en 1820 parce que le roi était enterré dans leur palais privé à Kana. Et a imaginé que, bon, avec le temps, les tombes vont disparaître. Il a commencé par les rappeler dans ce cimetière-là où il a dénommé Mengbomé. Pour entretenir et veiller sur ce lieu sacré, le souverain a désigné par canton un homme et une femme. Ces derniers sont chargés de maintenir propre et surtout restaurer les cases dès que l'une d'entre elles est en décrépitude. Avec le temps, les Langanfin, descendants du roi Glélé, ont pris la relève. Les mausolées ont alors été réfectionnés et remis dans leur état de référence actuel. Gezo, ouais ça quoi nous dadale. Bon yé kweo yé tono ifiene. Bo so son dokpo, yon dokpo, bon ponta len. Bo ho de glio, y nan he dekpa o se. Moi no iblodo. Ye ka mo blo kaka wa je gbedo nu kunkwe mo vi mi ton ton yeyi bo se segan ben lo ide do Langanfin gelele vie ye de wa blo azo do bi bo de pa ko se ko e memi ton no kan tien cabre idon yo ene gros vi ton yeyi wa do enele blo. Plus d'un siècle après, l'entretien de ce trésor constitue un véritable casse-tête. Assuré par Daa Langanfin qui s'en occupe à ses propres frais, les travaux sont onéreux. Le tourisme, qui aurait pu aider à sauvegarder et contribuer à préserver les vestiges, n'a pas eu un écho favorable auprès des différents acteurs de la chaîne du tourisme sollicités. L'entretien, c'est très très difficile parce que à partir de la commune même, les maires ne prennent pas importance à l'histoire, ils ne prennent pas l'importance au tourisme, ils ne prennent pas importance aux choses historiques qui sont sur le territoire du Kana. Ici, par exemple, j'ai 8 grands palais des rois. Ici, là où vous voyez, c'est sur propre fond. C'est mes amis de proximité, c'est quelques amis de l'extérieur que j'ai, qui m'aident pour pouvoir réaliser. Et les autorités, sincèrement, écoutent seulement les historiens bureaucrates qui sont dans les universités. Et puis, c'est ça. Si toi, tu n'as pas un bagage intellectuel sur le plan universitaire, c'est que on ne te connaît pas, on ne te reconnaît pas. Alors que c'est nous qui vivons au quotidien la chose. Et nous, on doit faire ça. Je ne fais que leur dire de bien vouloir tenir l'histoire et réhabiliter les palais pour de plateaux, d'Abomey en général, et ceux de Kana, pour pouvoir
animer le tourisme. Outre ces cases, d'autres joyaux culturels restent non valorisés sur le site du palais de Kana. Excepté les acteurs du tourisme, toute personne ou structure pouvant aider à contribuer à sauvegarder ces héritages culturels sont la bienvenue. La valorisation de ces cases et autres infrastructures du site va revitaliser les lieux, mais pourrait aussi générer des bénéfices en vue d'un entretien convenable. Et c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Restez connectés sur Canal 3 Bénin et sur canal3télévision.com. À demain.